Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à tous. Les récidivistes des actes de violence électorale n'ont aucune chance d'être graciés. Patrice Talon reste ferme sur le sujet. Il l'a affirmé ce matin au cours d'un entretien sur les ondes de France 24 et RFI. MTN Bénin lance la 6e édition de son programme de jeunesse. Le but est de renforcer les capacités des étudiants en fin de formation professionnelle. Et puis, plusieurs centres d'accueil et de protection des enfants ont reçu des agréments d'ouverture et d'autorisation d'exercice. Le point dans ce journal avec Rachidat Biomam. À nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez sur le RTV. Les récidivistes des actes de violence électorale n'ont aucune chance d'être graciés. Le président de la République reste ferme sur la question d'impunité. Il a affirmé ce matin lors d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères de France 24 et RFI. Voici un extrait de ses propos, on le suit. Ces gens-là ont dit que l'élection n'aura jamais lieu. Tout le monde a entendu sur les ondes, partout, qu'ils ont dit que l'élection n'aura jamais lieu, n'aura jamais lieu dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas d'élection. C'est un opposant politique. Mais alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'ait jamais lieu, pour vous, est convenable? C'est-à-dire, au point de recruter des mercenaires, des chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien. Je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui était qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, bon, qui l'a dit, c'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Et ça devient sérieux. Quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Vous avez des preuves de ça? S'ils ont été interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves. Est-ce que vous êtes ouvert à un dialogue avec l'opposition, comme celle-ci vous y invite, et est-ce que vous envisagez un geste d'apaisement à l'égard notamment de ces figures de l'opposition? Je ne l'envisage point. L'impunité, je n'envisage pas à nouveau de fermer les yeux sur ce qui passait ou bien de gracier ou d'amnistier parce que ça devient récurrent. Donc il n'est pas envisageable qu'une fois encore, que les gens soient graciés de quelque chose qui devient récurrent. On a arrêté des gens qui ont été auteurs des actes en 2019, qui ont récidivé. Vous voulez qu'on les gracie à nouveau? Ce serait une faute. Un entretien que vous pourrez suivre en intégralité ce soir sur notre chaîne à 20h30. Suite à sa réélection, le chef de l'État continue de recevoir des messages de félicitations. Le dernier en date provient de la Turquie. L'ambassadeur de ce pays au Bénin a remis au ministre des Affaires étrangères et de la coopération une lettre de félicitations signée par le président Erdogan. C'était au cours d'une audience qui a eu lieu ce matin. On écoute ensemble l'ambassadeur au terme de son échange avec Aurélien Agbenossi. Ce matin, je viens de remettre officiellement la lettre de félicitations du président de la République turque
M. Recep Tayyip Erdogan, adressé au président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Dans ce message, le président Erdogan félicite le président Talon pour sa réélection et énonce également la disponibilité de la Turquie à continuer dans le dialogue et le développement des relations bilatérales qui ont des bases solides. Et donc, nous sommes prêts à explorer avec la partie béninoise les nouvelles pistes pour le développement durable des relations dans l'avenir. Et c'était un peu le but de la visite. Merci. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a lui aussi adressé ses félicitations à Patrice Talon pour sa réélection. La substance à suivre avec Marcel Arrossi. En cette heureuse occasion, il me plaît de vous adresser mes chaleureuses félicitations et celles de l'ensemble de la Commission de l'Union africaine ainsi que mes vœux de réussite dans cette haute et exaltante responsabilité. Je voudrais aussi rendre un hommage mérité au peuple béninois qui par cette élection confirme une fois de plus sa maturité politique et son attachement aux valeurs démocratiques. La Commission de l'Union africaine réaffirme sa solidarité avec le peuple béninois et réitère sa disponibilité à travailler avec vous pour la consolidation de la paix et la mise en œuvre de l'agenda continental. Je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine. Politique toujours, la réforme du système partisan a pris corps à l'avènement du gouvernement de la rupture. Sa matérialisation la plus prononcée a été le nombre très réduit de candidats à la présidentielle du 11 avril dernier. Le naïk Agbazaou s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. De 33 en 2016, le nombre de candidats à la présidentielle au Bénin est drastiquement descendu à 3 en 2021, fruit de la laborieuse et pertinente réforme du système partisan impulsée par le président de la République, Patrice Talon. Une réforme qui a sonné le glas des candidatures pléthoriques, voire bouffonnes et plaisantines, sans véritable projet de société. La route aura été certes longue, mais l'arrivée, belle. À l'occasion des élections qui sont tenues tout récemment, on a compris qu'il y a des avancées notables qu'il faut saluer. Nous devons nous féliciter du choix qui a été fait par le peuple béninois entier, puisque vous avez vu que cette fois-ci, c'est des duos. Et dans le cadre, évidemment, de ces élections-là, on a compris qu'il y a une simplification du pilotage politique. Ce qui facilite d'ailleurs le choix des candidats. Et quand on voit même, je crois, le bulletin de vote, c'est plus aéré. L'électeur béninois ne se perd plus, ne se fourvoie plus dans le choix des candidatures. C'est bien que le choix qui se fait est un choix sérieux, important, en fonction évidemment des attentes du peuple. Désormais donc révolue l'époque des regroupements claniques, des clubs électoraux et des groupuscules sans idéologie qui se font passer pour des partis politiques et qui sont sans réel ancrage, sans véritable assise nationale. Lorsque des acteurs politiques de régions, d'ethnies en viennent à créer donc de ces petits clubs électoraux et font avec du chantage politique. Je voudrais avoir tel poste ministériel, je voudrais être qu'on nomme dans mon parti, dans mon petit parti, le DG de tel ou tel. Cela n'est pas des attitudes qui permettaient à ce que nous puissions aller vers le développement. Aujourd'hui, avec ce qui est fait, nous avons des hommes politiques à l'échelle nationale. Déjà, la réforme, ce que les gens ne perçoivent pas directement, c'est que ça nous permet d'avoir un ancrage donc, national. Le lien national est davantage solidifié parce que le parti qui a des militants à Porte-Novo, à Tchaourou, à Niki, à Kandi peut valablement donc porter une offre politique et aller à la conquête du pouvoir. Je salue l'organisation pratique des partis politiques qui, désormais, ont fait l'option de respecter le système qui est en cours, le nouveau système qui permet évidemment aux partis, non pas de s'asseoir sur des clivages, sur la capacité d'un candidat à financer une élection. Mais désormais, ils savent que chaque Béninois peut participer efficacement au sein d'un parti tout en œuvrant efficacement à obtenir les financements publics.
Désormais, l'État offre les financements publics aux partis sérieux sur la base d'un certain nombre de critères consensuellement arrêtés et qui sont dans le code. Toute une batterie de tests révisés et revisités constitue les béquilles de cette réforme qui conforte la démocratie béninoise, très citée en exemple. Quand on fait le bilan aujourd'hui, on ne peut que se sentir satisfait. Satisfait parce que le Bénin s'engage résolument donc vers la rationalisation, vers la refonte de son système partisan. Et nous pouvons espérer que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, notre modèle pourrait ressembler à ce que nous observons dans les pays occidentaux. La France par exemple, les États-Unis, donc où on a quasiment 2 ou 3 grandes formations politiques qui régente la vie politique et donc les électeurs peuvent se situer par rapport donc à l'idéologie de chacun des partis. Depuis 1990, nous offrons au peuple africain et au monde entier notre capacité à changer la donne. Vous savez que nous sommes des baromètres des grands changements intervenus sur le continent africain. Nous sommes une école, le Bénin est un laboratoire. Notre démocratie doit pouvoir générer le développement, tant souhaité. La fonction présidentielle n'est pas une fonction simple, hein. Il faut avoir l'étoffe, il faut avoir la dimension. Et il faut œuvrer efficacement à cela. Donc, il y a des mécanismes qui doivent être mis en place et des partis qui doivent préparer, évidemment, les candidats sérieux pour qu'on s'assure que ceux-là, une fois qu'ils seront dans les manèges, ils vont œuvrer, surtout au bien de toute la population. La réforme du système partisan à laquelle est venue se greffer celle du parrainage est loin d'être un outil d'exclusion, car porteuse d'espoir pour une maturation certaine. La question du parrainage peut se corriger facilement. D'ici à 2023, à l'échéance 2026, voilà 2 dates qui s'annoncent et qui pourraient nous permettre de corriger la petite crise née de la non-détention de ce sésame. Parce que les gens estiment qu'ils n'ont pas, évidemment, les députés au Parlement. Or, dans le cadre de la réforme qui est en cours, en 2023, nous aurons une nouvelle législature. Et en 2026, nous en aurons une autre. Alors, si l'opposition travaille sérieusement et change ses méthodes de travail, on peut réussir à avoir au niveau du Parlement des représentants de l'opposition pour que l'opposition se fasse parrainer sans aller négocier un parrainage. Et ce sont ces efforts-là qui vont davantage élever et relever le Bénin vers le succès, vers la grandeur, tout ce que nous espérons, parce que le Bénin pendant longtemps a été dans l'égarement. La volonté du législateur de réduire le nombre de partis politiques est salutaire. Et en la matière, le Bénin, une fois encore, est en train d'inscrire son nom en lettres d'or. Ce 13h se poursuit. Le parti Union progressiste forme ses militants à Porto Novo. Le but de cette formation lancée ce mercredi est de pouvoir disposer de militants informés et formés. Le point avec Brice Rongbois et Guillaume Avienou. C'est Bruno Amoussou, président du parti UP Union progressiste, qui est venu lancer en personne les travaux de cet atelier de 48 heures. Un atelier censé donner le top des formations de l'UP qui dispose en son statut que l'organisation a l'obligation d'information et de formation de ses militants. Une tâche confiée depuis 2019 à une cellule qui est en cours de structuration en vue de devenir sous peu l'école du parti. Le Présidium a souhaité que tous les travaux qui sont en cours pour opérationnaliser la cellule fassent l'objet d'un atelier de validation et sur la base desquels on va lancer une série de formations en direction des différents niveaux de militants, tant les membres du bureau politique, les responsables au plus haut niveau, les maires, les militants, les cadres du parti auront droit à une série de formations. Une formation des formateurs en fait pour valider d'une part la démarche d'opérationnalisation du parti et d'autre part pour valider le plan général de formation du parti afin d'extraire de ce plan le plan de travail puis le plan de formation de l'UP au titre de 2021. La finalité étant de donner de la visibilité à la cellule de formation du parti mais surtout d'avoir des militants informés et formés. Le parti Union progressiste voudrait élever le niveau de militantisme, le niveau de patriotisme, le niveau de connaissance de l'idéologie du parti, le niveau d'attachement aux valeurs démocratiques de tous ces militants. C'est pour cela que cette série de formations va être lancée sur la base de la validation du plan de formation générale du parti. La présente formation va être dupliquée à l'endroit des militants à la base du parti dans les tout prochains jours.
Je l'annonçais en titre, les promoteurs de plusieurs centres d'accueil et de protection des enfants ont reçu ce jeudi des agréments d'ouverture et d'autorisation d'exercice. Par cet acte, le gouvernement marque ainsi sa volonté d'assainir ce milieu pour le bien-être des enfants vulnérables. Les images. Ils sont désormais en règle pour opérer une prise en charge efficiente des enfants en situation de vulnérabilité. Les agréments que reçoivent ces centres d'accueil et de protection des enfants valent la reconnaissance de l'État qui souhaite mettre fin au désordre noté dans ce milieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de votre leadership qui nous rassure et à travers cette reconnaissance formelle de nos CAP ici représentés. Nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes afin que les enfants qui séjournent dans nos centres aient les moments d'une enfance heureuse. Cette remise d'agrément est l'aboutissement d'une démarche rigoureuse d'études de dossiers, de visites et de contrôles sur le terrain, également de plusieurs sessions de délibération. En décembre 2020 déjà, 25 centres recevaient leurs agréments. Aujourd'hui, d'autres rejoignent le rang. Aujourd'hui, vous êtes 11 KPE à les recevoir dans les départements du Mono, du Zou, des Collines et de la Takora. Vous avez subi l'application de la même démarche. Et désormais, vous êtes autorisés à exercer légalement sur le territoire du Bénin. Une autorisation à exercer, certes, mais elle n'est pas un blanc-seing, prévient l'autorité ministérielle. L'obtention d'un agrément n'est pas une fin en soi. C'est un instrument de reconnaissance, d'acceptation du centre à exercer en toute légalité sur le territoire et uniquement dans son champ de compétences. Donc les KPE qui vont outrepasser leur domaine d'action seront interpellés et répondront également de leurs actes. Après cette étape d'assainissement du milieu des centres d'accueil et de protection des enfants au Bénin, viendra celle de la digitalisation. L'intérêt supérieur des enfants en situation vulnérable en est l'ultime but. MTN Bénin a lancé hier jeudi la 6e édition de son programme de jeunesse. Il s'agit d'un programme conçu pour les étudiants en fin de formation. Objectif, renforcer leurs capacités professionnelles. On regarde ensemble. Yellow Internship Programme édition 2021. Une initiative du réseau de téléphonie mobile MTN. Elle consiste à recruter les meilleurs étudiants des universités partenaires de ce réseau afin de leur offrir un stage de 3 mois pour acquérir des expériences professionnelles et pour nourrir leur goût pour l'entrepreneuriat. C'est un programme de stage de 3 mois qui nous permet en tant qu'entreprise citoyenne d'offrir 3 mois de stage à des étudiants de la place. Nous savons comment la demande est forte et il nous fallait essayer de structurer cela et d'organiser cela de sorte que lorsque nous recevons les étudiants, ça puisse leur être utile, ils puissent sortir de là avec réellement des compétences et que nous, de notre côté, nous puissions aussi en tirer quelque chose. Et ce que nous en tirons, c'est l'innovation qu'apporte la jeunesse. Ça nous permet de voir les choses autrement. Cette année, 24 étudiants sont retenus pour ce programme et ils vont parcourir les différents départements de MTN Bénin sous la supervision des coachs mis à leur disposition. Pour cette édition, 24 étudiants, contrairement aux autres années où nous allions jusqu'à 40. Covid, malheureusement, oblige. Nous ne pouvons pas prendre un très grand nombre. Donc nous aurons 24 étudiants qui seront là pour 3 mois, mais comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, le changement, c'est qu'il ne s'agit pas de 3 mois statiques. Les étudiants peuvent venir à leur rythme. Nous le lançons aujourd'hui. Certains sont sur des projets, donc ils ne peuvent pas commencer lundi. Nous sommes assez flexibles. À tout moment où ils vont arriver, ils seront avec nous pour 3 mois. Nous avons lancé les avis de recrutement dans presque toutes les universités. Et contrairement aux autres années, les étudiants ont postulé librement. Déjà, on a commencé par l'envoi d'une vidéo. Puis on a fait un entretien à la direction générale, un entretien qui consistait à faire une présentation, puis un entretien oral. Donc durant toute cette étape, c'était vraiment stressant et challengeant, mais on a pu tirer notre épingle du jeu.
En 6 éditions, Yilo Internship Programme impacte déjà des centaines d'étudiants avec à chaque fois une possibilité d'embauche des tout meilleurs à la fin de leur stage. Intéressons-nous à présent à cette exposition qui a eu lieu au campus d'Abomey-Calavi cette semaine. Les étudiants en fin de formation à l'INMAC, entendez Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, nous plongent dans les souvenirs des expériences estudiantines. Campus Vie, c'est le nom de l'exposition que nous fait découvrir ici Marcel Arrossi. On regarde ensemble. Je souhaite la bienvenue à la cérémonie du vernissage de notre exposition Campus Vie. Campus Vie, pour raconter la vie au campus, de la découverte d'un monde nouveau à la sortie d'un milieu formateur, les étudiants en fin de cycle à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture expriment leur savoir-faire acquis au bout de 3 ans. Les premiers ont réalisé des œuvres qui sont ici exposées, tandis que les seconds ont conçu et mis en exécution tout le programme et l'organisation de la manifestation. Nous soutenons fortement ce type d'activité car notre objectif à l'INMAC est justement d'encourager l'éclosion des talents dans le domaine des arts et de la culture. La formation des étudiants, en effet, se veut aussi bien théorique que pratique. Une belle occasion pour rappeler aux uns et aux autres les moments, bons ou moins bons, passés dans cet univers. Voici, présent à ce rendez-vous, un recteur convaincu et rempli d'espoir. Espoir que le secteur artistique et culturel du Bénin ne souffrira point de compétences. Le dépaysement des premiers jours, la pression des études, l'angoisse des examens, la joie et la fierté qui résultent des succès, une vie que Maxime Dacruz et les autres invités sont loin d'oublier. Je voudrais féliciter et encourager les étudiants et étudiantes du département des arts visuels et du patrimoine pour cette initiative. Je leur souhaite de bien finir leur formation à l'INMAC et plein succès dans la vie active. Nous avons donc un grand espoir que le secteur artistique et culturel de notre pays sera renforcé par cette main-d'œuvre qualifiée et nous en verrons les fruits d'ici quelques années. Et le site d'un hectare qui accueille cette exposition est désormais propriété de l'INMAC qui travaille aussi à sa mise en valeur. Instituée depuis 1982, la Journée internationale de la danse a pour objectif de réunir les danseurs et danseuses professionnelles à travers le monde autour de ce langage universel qu'est la danse. Dansons pour créer de la lumière dans l'obscurité, c'est le thème de l'édition 2021 de cette journée. Patrick Josué et Ramatoulani pour le point. Volcanique, du sport à la danse ou de la danse au sport, le pas est vite franchi pour illuminer une journée. Dansons ensemble aux 4 coins du monde pour créer de la lumière dans l'obscurité. C'est le thème de cette 39e journée internationale de la danse. En 1982, le Comité international de danse, CDI en anglais, en collaboration avec l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, instaure cette journée de la danse en choisissant le 29 avril, commémorant l'anniversaire de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne. Comme objectif, la Journée internationale de la danse veut, d'abord, réunir le monde de la danse pour l'unir autour d'un hommage à leur art. Ensuite, rassembler ceux et celles qui veulent se ressembler par leur amour de l'art scénique. Enfin, célébrer l'universalité de la danse qui, sans visa, traverse les frontières et, sans avis, renverse les barrières. Alors, la danse, qu'est-ce que c'est ? La danse pour moi c'est la vie parce que nous sommes un corps dans un environnement et c'est un corps qui bouge en permanence. C'est un corps qui se meut en permanence. Lorsque nous marchons, nous faisons des mouvements
Nos bras font des mouvements, nos pieds font des mouvements. On est toujours en train de danser et la danse, c'est une interaction en permanence, un peu comme dans la vie. La danse, c'est la vie. La danse et la vie, bien liées. La danse défend, fend, prend, pend, rend, sent, tend et vend la vie. Et la vie, c'est la lumière. Comme le dit le thème de cette 39e journée en ce 29 avril 2021, dansons pour apporter de la lumière aux ténèbres, pour porter de la clarté à l'obscurité. Voilà, il faut dire qu'au Bénin, la Journée internationale de la danse, initiée depuis 2005, a permis aux professionnels et amateurs de cette discipline artistique de s'exprimer sans spectacle formel et payant, comme pour répondre au caractère universel de ce langage du corps. Regardez. Rachel Agossou, elle s'appelle. C'est elle qui a eu la merveilleuse idée de célébrer au Bénin la première Journée internationale de la danse. C'était en 2005. Ça fait environ 16 ans que j'ai introduit la Journée internationale de la danse au Bénin. C'est une journée qui existe depuis des années, mais moi, j'en ai entendu parler seulement en 2005. Et j'ai dit, il faut que cela vienne au Bénin aussi. Et la Journée internationale de la danse, je pense que c'est la journée que les danseurs et les non-danseurs peuvent s'offrir pour s'exprimer comme ils veulent. C'est une journée de fête, c'est une journée de lâcher prise, c'est une journée où on peut se mettre dans la rue et bouger comme on en a envie. Si on a envie de parler de quelque chose, on sort et on bouge, on attire l'attention sur la danse. Un peu comme la journée de la musique où si j'ai mon instrument, je peux décider de me mettre sur le carrefour et je joue ma guitare. Il faut une journée comme ça pour attirer l'attention des populations sur la pratique de la danse parce que c'est une pratique à part entière, c'est un métier à part entière et ce n'est pas pour les likpanos comme on dit. Likpanos, en langue fond, vaut rien, va nu-pied, même si la danse d'école se fait ici pieds nus sur tapis. Et il faut, dès le bas âge, embarquer l'enfant dans le voyage qu'est la danse. Avec la danse, tu voyages. Avec la danse, tu t'informes des autres cultures. Lorsqu'il s'agit des enfants, beaucoup pensent que la danse, c'est juste une activité ludique et que ça distrait les enfants et que ça les éloigne de l'intelligence académique. Pas du tout, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que la danse, c'est discipline, la danse, c'est rigueur, la danse, c'est volonté. La danse, discipline, pas déprime. Rigueur, pas rigidité. Volonté, pas vol hanté. La danse, c'est la cadence fermée par un cadenas expressif, impressif et impressionnant. Direction la Mauritanie où l'ex-président Ould Abdelaziz assure qu'il continuera à faire la politique et ce malgré les poursuites judiciaires à son encontre. Pendant ce temps, la Chine lance le premier module de sa station spatiale et puis en Thaïlande, le nouveau variant du Covid-19 fait des ravages. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Un stade national a même été aménagé en hôpital. Les images. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, tombé en disgrâce, estime lors d'une conférence de presse que les poursuites judiciaires dont il fait l'objet ont été engagées pour l'empêcher de faire de la politique. Il assure, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent me faire plier et me détourner de ce qui pourrait être dans l'intérêt de ce peuple. Mon corps, mon âme, ma raison et mes connaissances, je les mets au service de cet État, poursuit-il. Il y a un article de la Constitution qui est clair. Je suis protégé par cet article. Et je ne suis pas encore devant la justice. Je suis à l'enquête. Au niveau de la police, j'ai été au niveau de la police, au niveau du parquet. Au sud de la Birmanie, des manifestants anti-coup d'État rassemblés dans un parc public. Ici, ils prononcent des discours, rendent hommage aux autres manifestants tués depuis que la junte a chassé la dirigeante civile du pouvoir,
par un coup d'État le 1er février dernier. Près de 760 civils sont tombés sous les balles de la police et de l'armée ces 3 derniers mois, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Ce jeudi, des roquettes ont été lancées sur 2 bases aériennes dans le centre du pays. Pas de blessés d'après l'armée birmane. L'attaque n'a pas été non plus revendiquée. Les forces de sécurité enquêtent pour poursuivre les auteurs. En Russie, l'opposant emprisonné Alexei Navalny apparaît pour la première fois devant un tribunal par liaison vidéo depuis qu'il a mis un terme à sa grève de la faim. En audience judiciaire ce jeudi, dans son uniforme de détenu, Navalny a l'air décharné, le crâne rasé. Il comparaît par visioconférence dans le cadre de son procès en appel pour diffamation envers un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Bientôt des Chinois en permanence dans l'espace. La Chine expérimente le premier des 3 éléments de sa station spatiale, la C2S. Jeudi, le futur lieu de vie des astronautes a été propulsé par une fusée. Le Pékin considère le lancement du premier module de sa station spatiale comme un succès complet. Selon le rapport du Centre de contrôle aérospatial de Pékin, la fusée a envoyé avec précision le module central de Tianhe sur l'orbite prévue et les panneaux solaires à bord du vaisseau spatial se sont déployés et ont fonctionné normalement. Je déclare que la mission de lancement du module central Tianhe de l'espace est un succès complet. La construction de la spatiale nécessite jusqu'à fin 2022 une dizaine de missions. Une fois terminée, la C2S devrait peser près de 100 tonnes. Le président Xi Jinping a adressé dans un télégramme ses chaleureuses félicitations aux équipes techniques, la station spatiale étant un projet de premier plan pour faire du pays une puissance des sciences, des technologies et de l'espace. Le stade national de la Thaïlande transformé en un établissement chargé de trier les malades. Le royaume fait face à une 3e vague de coronavirus avec un bond de plus de 32 000 nouveaux cas depuis la découverte d'un foyer dans un quartier de la ville nocturne de Bangkok. L'isolement dans des installations gérées par l'État est obligatoire pour les malades, même asymptomatiques. La préadmission et le transfert des patients se fait dans la salle de sport qui fait partie aussi du stade. En quelques jours, le variant indien a plongé ce pays d'un peu plus d'1 milliard d'habitants dans le chaos. Les patients succombent dans des hôpitaux saturés par manque d'oxygène. Lundi, le pays a enregistré un record mondial de 352 951 personnes contaminées en une seule journée et un record national de 2812 décès. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. À titre de rappel, l'entretien du chef de l'État sera diffusé en intégralité ce soir sur notre canal. Prenez le rendez-vous sur la chaîne nationale à 20h30. Au revoir et à demain.